Bonjour à tous et bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je reçois Jean-Maxence Granier, qui est le directeur fondateur de Think Out, une agence de communication, mais qui est aussi sémiologue. Et j'ai eu envie aujourd'hui d'une conversation avec surtout le sémiologue pour parler du terme islamophobie et aussi de la capacité ou pas de débattre en apportant les arguments dans le débat public plutôt que l'émotion. Donc, je suis ravie de vous rencontrer, enfin que vous fassiez partie de cette interview. Bonjour. On va pouvoir réfléchir ensemble à ce terme. Et en effet, vous êtes sémiologue et c'est assez important de commencer cette interview en vous posant la question, est-ce que les mots représentent une époque, une génération? Comment est-ce qu'on peut les utiliser dans nos vies quotidiennes? Les mots dans l'absolu, qui sont plus ou moins à la mode. Il y a le mot par exemple paradigme qui est à la mode en ce moment. Ça représente une génération. Oui, les mots, ils sont enfermés dans le dictionnaire, mais il n'y a pas plus vivant. Et donc, effectivement, la langue et ceux qui l'emploient, c'est-à-dire nous tous, évoluent, changent. Et effectivement, les mots peuvent signer une appartenance à une génération, mais aussi à un milieu, mais aussi à un endroit. Voilà, la langue est à la fois quelque chose de partagé par tous et en même temps elle reflète les singularités de chacun. Les métiers, donc il y a des idiolectes, il y a des manières de parler qui permettent de s'identifier à tel ou tel groupe ou quelquefois qui font que vous pouvez être rejeté par tel ou tel groupe. On ne parle pas de la même façon je sais pas quoi, dans le 7e arrondissement Ouais. et dans le 18e. Donc il y a une sociolinguistique, il y a des différenciations et voilà, c'est vrai. Et la langue change, évolue, se transforme naturellement, je dirais. Alors le mot qui pose problème en ce moment, et on a du mal à le définir, il y en a deux, on va dire, il y a même le mot laïcité, mais en tout cas le mot dont on parle en ce moment, très fort, c'est le mot islamophobie. Est-ce que certains clans peuvent racheter des mots? Alors par exemple, je vais prendre le mot patrie, le mot nation. Appartient-il au Front National ou est-ce qu'on doit nous aussi se réapproprier le mot parce que ce sont des mots de la langue française qui nous appartiennent tous? Et est-ce que le mot islamophobie, que l'on dit inventé par les frères musulmans pour empêcher la critique de l'islam, doit-on leur laisser inventer un autre mot? L'IFOP, par exemple, récemment, dans une enquête, a parlé de musulmanophobie. Faut-il employer ce mot-là? Qu'en pensez-vous par rapport à ce terme-là, à cette appropriation des mots? Alors, c'est quelque part naturel et normal que les mots eux-mêmes et la définition qu'on leur donne fassent l'objet d'un débat, d'une discussion, voire d'une confrontation. Et ça, c'est pas anormal. Alors, on peut se les envoyer à la figure, mais c'est pas inintéressant de discuter pour savoir exactement ce qu'on met derrière, et je dirais que c'est légitime. Donc on voit bien qu'il y a toute une vraie discussion qui n'est pas indigne sur le sens du mot laïcité ou sur le sens encore plus polémique du mot islamophobie, et donc il y a des discussions. Après, les mots, c'est pas une étiquette figée qui renvoie à un sens figé. Bon, on aimerait bien que ça soit ça, mais c'est plus complexe que ça, parce que c'est des emplois aussi. Oui. Je sais pas, à un moment, par exemple, dans l'après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, c'était compliqué d'employer, par exemple, le mot collaborateur au sens habituel qu'il peut avoir. Je travaille avec des collaborateurs parce qu'il avait pris une valeur, une connotation tout à fait particulière. Donc, voilà, les mots se chargent quelque part des emplois ou de ceux qui les emploient. Et donc, là, le procès qui est fait à islamophobie, je ne suis pas sûr que... Parce que les questions d'étymologie, c'est toujours compliqué, elles sont multiples, mais en tout cas, par exemple, le procès qu'on lui fait, c'est d'avoir été inventé. Je ne sais pas si on invente de toute pièce un mot, mais en tout cas, utilisé pour effectivement défendre... interdire, par exemple, des critiques sur l'islam. Mais on peut aussi, c'est légitime, ne pas laisser justement le privilège d'un mot et d'une appropriation de ce mot à tel ou tel camp. Et on l'a vu dans l'histoire des idées,
on se réapproprie des mots en leur donnant un sens éventuellement différent. Et c'est un peu ce qui fait l'histoire des idées. D'ailleurs, le mot laïcité, qui était plutôt un mot disons de la République et de la gauche originellement, est devenu, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, aussi un mot et un étendard pour une partie, pour la droite, pour l'extrême droite. Et il y a un enjeu autour de la définition même du mot et de la chose, c'est-à-dire de la loi et aussi de l'esprit de cette notion de laïcité. Non, c'est vrai qu'on a en ce moment beaucoup de mal à parler de façon apaisée de sujets clivants. J'ai le sentiment qu'il y a des radicalités qui s'opposent et que la majeure partie des gens français sont pris en étau et doivent prendre un parti. Choisir ou alors choisir le camp de ceux qui ne veulent pas entendre parler du voile même dans l'espace public, ou choisir le camp de ceux qui se victimisent et qui ont besoin de faire parler de leur identité ethnique avant même l'identité française. Donc dimanche vous avez été à la marche, moi non, et nous sommes là-dessus pas forcément d'accord, et c'est l'idée du débat aujourd'hui sur la possibilité de se rendre à cette marche pour défendre les citoyens musulmans qui se sont fait agresser soit par le débat public, soit par les émissions de télévision, où chacun arrive avec son émotion, soit par l'attaque, où on va peut-être dire bientôt que c'est un attentat, parce que pour l'instant ça n'est pas encore officiel, de la mosquée de Bayonne. Donc aller à cette marche, est-ce que ça veut dire que l'on flirte avec ceux qui veulent la division, ou est-ce qu'on peut parler de racisme quand on parle d'une religion et d'aller défendre des personnes qui sont attaquées sur le sol français? Moi j'ai un léger souci par rapport à ça. Au niveau des mots, est-ce qu'on peut utiliser le mot racisme? Est-ce que l'islam est une civilisation et une race? Est-ce que nous parlons d'individus? J'ai besoin d'éclairage sur ce sujet. Bon, les mots aussi il y a une complexité du monde, de la société, des tensions qui la traversent, particulièrement sur ces sujets aujourd'hui. Et bon, les mots, bien sûr, ça compte, mais il faut regarder les discours, c'est-à-dire les contextes, dans quel contexte, dans quelle phrase, dans quel ensemble de mots, dans quel paradigme, justement, dans quel champ sémantique on fait usage de tel ou tel mot. C'est quand même important. Les mots ne sont pas des étiquettes complètement rigides. Donc il faut regarder ça. Mais c'est vrai qu'il y a une querelle sur les mots. Bon, par exemple, j'en prends un qui fait florès en ce moment, qui est idiot utile. Donc tout le monde est l'idiot utile de quelqu'un d'autre. Donc on est soit l'idiot utile du Front National, soit l'idiot utile de l'islamisme. Voilà, donc là on voit, et les gens se renvoient ces invectives. Mais bon, par exemple sur attentat, c'est intéressant, on le voit bien. Bon, il y a une définition juridique. Est-ce que derrière il y a une organisation, un désir de nuire, pas seulement. Est-ce qu'il y a un dessein derrière tel ou tel, et est-ce que le parquet antiterroriste s'en saisit ou pas? Ou est-ce que c'est l'œuvre d'un homme fou? Voilà. Mais pour les gens ordinaires qui constatent qu'il y a eu à la fois tentative d'incendie et tentative d'homicide sur des gens, ils ont l'impression que si on n'emploie pas le mot attentat, si on parle simplement d'attaque, c'est juste une hiérarchie dans la gravité. Et les gens qui sont au plus proche de l'attentat, qui peuvent être les gens qui étaient là, les familles, les victimes elles-mêmes, ça va être interprété comme une sorte de déni de la violence qui leur a été faite. Donc là aussi, il faut s'expliquer, il faut être pédagogique pour dire pourquoi on préfère parler d'attaque et pas d'attentat, et sans que ça sans que ça ne heurte et sans que ça n'enlève de l'importance à ce qui s'est passé. On sait bien que les gens qui passent à l'acte sont pas forcément les gens les plus sains d'esprit. C'est vrai de Michael Harpon, donc qui a assassiné ses collègues à la préfecture de façon terrible. C'est vrai de ce monsieur qui se croit autorisé à aller tirer sur des concitoyens français
en tant qu'ils sont musulmans, et là quand je dis musulmans, je dis bien pratiquant un culte, puisqu'ils étaient à l'abord d'une mosquée, ils se rendaient à la prière, et lui, il s'en prend à eux en tant que tel. Donc sur une base religieuse. Et d'ailleurs, il le dit en disant, évidemment en se trompant complètement, en disant, ils ont incendié la Notre-Dame, je vais incendier la mosquée. Donc là, il joue vraiment une religion contre une religion. Alors, c'est aussi un peu pour ça que là, je dis en l'occurrence, dans ce contexte-là, le terme islamophobie, qui serait une haine de l'islam en tant que tel, et pas simplement une critique ou une remise en cause, mais une véritable haine, n'est pas forcément un mauvais mot. Parce qu'ici, ce qui est visé, c'est pas des concitoyens en raison de leur race ou de leur culture, c'est peut-être aussi ça, mais c'est d'abord des gens qui pratiquent un culte. Parce que l'attaque s'est faite devant une mosquée, aux alentours de cette mosquée, et contre des gens qui, à l'évidence, étaient des pratiquants de leur culte dans ce lieu-là. Sous cette idée, ça voudrait dire que le mot musulmanophobie, dont je parlais tout à l'heure, qui a été imaginé et pensé par l'IFOP et Jérôme Fourquet, viendrait à dire que là, nous regardons plus des individus, donc les musulmans, et l'islam, la civilisation. Oui, alors il y a... Bon, alors le problème, je comprends très bien le débat musulmanophobie, islamophobie. Le problème du premier, c'est qu'évidemment, comme tous les mots qui sont forgés, il est pas facile à prononcer, il est un peu long, etc. Donc va-t-il prendre Voilà, donc ça c'est plutôt du point de vue du signifiant. Ensuite, il y a la question de qu'est-ce qu'on veut dire à travers ça. Et donc l'inquiétude des gens sur le débat très ancien déjà et très, très vigoureux sur cette question de l'islamophobie, c'est est-ce que ça vise à protéger l'islam de toute critique, chose avec laquelle ni vous ni moi ne serions d'accord. Parce que si c'est le cas, je n'ai pas envie de l'employer. On est d'accord là-dessus. Ou est-ce que ça désigne une haine un peu pathologique des musulmans en tant que tels? Et je crois que dans le cas de Bayonne, on est bien dans ce cas de figure. Quand on dit par exemple homophobie, on parle bien d'une sorte de remise en cause frontale des personnes ayant telle orientation sexuelle qui peut tendre jusqu'à la haine. Donc là, on voit bien qu'il y a un paradigme. Après, c'est vrai que le mot islam renvoie à la fois à la religion et à ceux qui la pratiquent. À ceux qui la pratiquent, à la civilisation au sens large, à la culture. Mais pour moi, après, il y aurait plutôt un débat sur phobie. Pour moi, phobie dans le sens qu'il a pris dans le paradigme judéophobie, homophobie et d'autres termes du même genre, il renvoie à quelque chose, même d'un peu à une peur qui peut se transformer en agression, qui a même un côté irrationnel d'une certaine façon, infondé, etc. Pour moi, mais il y a débat, on est loin d'une critique sur les dogmes, les pratiques, etc., qui peut s'exercer à l'encontre des religions, bien sûr, de manière tout à fait ça, c'est intéressant. Légitime. C'est intéressant de voir que justement le mot phobie dans islamophobie, moi-même j'en perds mon latin, est à débattre juste... C'est plutôt du grec en l'occurrence. Oui, du latin. Exactement. Et justement, la problématique de ce terme, parce que si on parle de peur irrationnelle, et non pas de la critique de l'islam, on pourrait plutôt parler de toucher les personnes qui pratiquent, donc le mot musulmanophobie serait plus approprié pour parler d'un rejet de ceux qui pratiquent l'islam. Si on dit, voilà, exactement, et ça, ou soit des gens qui pratiquent ce culte, soit des lieux, etc. Voilà, là, il y a une vraie, et je crois que tout le monde est d'accord pour dire que et la loi surtout nous indique que ce n'est pas évidemment acceptable qu'un lieu de culte soit pris pour cible, et encore moins des personnes qui s'y rendent, et que là, c'est pas au
à nos compatriotes musulmans de se défendre, Oui. c'est à toute la République Voilà. de s'élever. Alors Oui, j'entends bien que on aurait dû réagir avant le CCIF. que l'État, enfin la force publique joue son rôle, et que la justice va passer. Mais on sait bien qu'on a besoin aussi de réactions collectives, pas simplement au niveau de l'État, de la justice ou de la police, mais aussi au niveau du peuple. Oui. Et donc cette marche-là, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule qui a eu lieu, cette fameuse marche dite contre l'islamophobie qui fait l'objet d'une controverse importante avant qu'elle ait eu lieu et après qu'elle ait eu lieu. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'une large partie des gens, des 15 000 personnes qui étaient là, c'est ça qui les motivait. Oui. Au premier chef. C'est ce que je regrette justement. Dans quelques jours, il y aura une autre marche appelée par le PS. Pour justement, c'est une contre-marche, mais en fin de compte, au final, d'après ce que vous dites, les mêmes gens risquent de s'y trouver parce que c'était aussi d'abord des gens qui avaient envie de crier leur amour pour la France et la laïcité et qui n'avaient plus envie d'être discriminés. Mais justement, ce que je regrette, c'est qu'à la suite des attentats de Bayonne, bon, je dis le mot attentat, il n'y ait pas eu de mouvement spontané comme pour les attentats de 2015, de mouvement spontané pour Madame Knoll. Il n'y a pas eu ce mouvement-là, donc il y a un sentiment de laxisme de la part peut-être des musulmans de confession, des musulmans français. Il y a peut-être eu un laxisme de ce côté-là. Et en même temps, les politiques, alors là, c'est une question que je me pose, parce que dans l'opinion publique, ça n'est pas forcément un drame ce qui se passe. Il y a eu 100 actes anti-musulmans cette année, l'année dernière. Il y a eu un peu plus de 500 actes antisémites en forte progression et plus de 1000 actes anti-chrétiens. Donc peut-être que dans la société française, il n'y a pas encore suffisamment de prise de conscience de ce problème pour que finalement les politiques s'y agrègent. Moi, je trouve qu'il faut faire attention à ces comparaisons. Ces chiffres, ils ont un certain sens. Après, les attaques pour évidemment le patrimoine immobilier, qui n'est d'ailleurs pas le patrimoine de l'Église, est beaucoup plus important. Et parmi ces agressions, il y a beaucoup d'agressions contre des bâtiments. Évidemment, le nombre de mosquées, de synagogues et d'églises, ce n'est pas du tout le même en France. Mais d'une manière générale, ces comparaisons sont vite douteuses. Moi, quand je vois qu'une vieille dame, Myriam Knoll, est assassinée avec une forte présomption d'une motivation antisémite, voilà, je ne me pose pas la question. Je vais... parce qu'il y a une émotion autour de ça, je vais manifester avec tout un ensemble de Français, parce que je trouve, quand il y a un monsieur qui juge bon de tirer sur deux compatriotes et de tenter de mettre le feu à une mosquée, voilà, ça se produit peut-être moins fréquemment que par exemple pour une synagogue ou une église, je n'en sais rien. Quand on a assassiné le père Hamel, ça a aussi légitimement remué les foules et les gens. Je trouve que c'est bien de réagir et de réagir collectivement. Et en tout cas, on est d'accord, on n'a pas réagi peut-être assez vite. Et moi, ce que je sais, c'est que à d'autres organisateurs. Voilà, il y avait peut-être des positions qui n'étaient pas les miennes dans cette manifestation, mais en tout cas, moi, j'ai défilé avec des gens, des compatriotes, des Français musulmans ou, disons, de culture musulmane venant du Maroc, de l'Algérie, des pays du Maghreb, et j'ai senti que ces gens-là, des pères et des mères de famille, des enfants, etc., étaient quand même, rassurés de voir qu'il y avait une forme de communauté nationale là qui défilait. Et bon, je crois que les gens qui ont rendu compte honnêtement de cette manifestation ont reconnu ce caractère-là aussi, même s'il y a d'autres dimensions, que ça soit dans le texte lui-même ou dans ceux qui ont appelé à manifester, ou dans certains éléments de cette manifestation qui sont plus contestables. Mais c'est vrai que c'est une manifestation dans laquelle moi j'ai entendu les gens invoquer la laïcité comme quelque chose de protecteur, et à raison, parce qu'il y a la République protège l'exercice libre des cultes,
C'est quand même une manifestation qui s'est terminée sur la Marseillaise. Oui. Voilà. Et dans lequel, moi, il y avait des gens de toute confession et des gens qui n'en avaient aucune, des athées, des agnostiques, des libres penseurs, comme moi par exemple, et qu'on marchait pour la même chose. Voilà. Et donc ça ne m'empêche pas d'avoir un regard critique sur l'islam, sur le patriarcat qu'il peut véhiculer, comme dans d'autres religions du livre, ou même de réfléchir au fait qu'effectivement, il y a des terroristes qui font une lecture de cette religion qui les mène au pire. Mais ça ne remet pas en cause ma solidarité évidente avec mes concitoyens musulmans ou de culture musulmane qui, ce jour-là, sont à l'évidence agressés, sans compter qu'évidemment, il y avait un contexte avec la question de l'intervention à mes yeux, vide de sens de Monsieur Odoul vis-à-vis de cette mère oui, de au famille. Conseil régional. Voilà. Donc il y a un contexte général qu'il faut prendre en compte. Et justement, si on dit d'un côté, c'est pas illégitime d'avoir un regard critique sur le voile parce que féminisme, parce que la négation, voilà, le corps de la femme. Et des choses, on peut entendre ces discours-là, mais là, la question c'est est-ce que cette personne était dans son droit d'être là ou pas? La loi dit que oui. Voilà. Oui. Et donc la question du droit, elle est très importante. Et là, c'est pas juste quelqu'un qui dit je préférerais qui dit en privé ou qui dit à cette femme ou qui écrit dans les journaux, je préférerais que cette maman qui accompagne ses enfants et les enfants des autres pour justement leur faire connaître la démocratie régionale en l'occurrence ne porte pas son voile. Là, c'est quelqu'un qui demande à la présidente qui préside la séance d'exclure cette personne. L'invective. Et voilà, donc ça, en prétextant, en se rapportant à la loi. À la loi. Voilà. Et donc, c'est de la méconnaissance. Voilà, c'est là où c'est-à-dire que moi, je suis solidaire du droit de cette femme à être là avec son voile, je ne sais pas ce qu'elle met derrière d'ailleurs, mais je n'assume sans doute pas tout ce qu'elle met derrière ce voile. Est-ce que c'est le voile culturel ou je n'en sais rien, mais politique. Voilà. Et donc il y a un contexte général dans lequel on se situe, qui fait que tout à coup cet événement de Bayonne prend et je pense que c'est légitime que la communauté nationale à travers 10-15 000 personnes manifeste son indignation et son soutien. Bon, après il y a d'autres débats. Est-ce que c'est une manière de protéger, de permettre à l'islam d'échapper à toute critique? Est-ce que c'est une manière de revenir sur une liberté d'expression qui peut aller jusqu'au blasphème? C'est pas obligatoire. En tout cas, on sait mais c'est possible et c'est en tout cas une liberté de chacun. Ça, c'est une question. Voilà. Et justement, est-ce que là, on a vraiment le sentiment qu'on n'arrive pas à débattre de ces sujets sereinement? On essaye, nous, justement, d'apporter notre pierre au débat en parlant tranquillement. Est-ce que ces crispations et quelque chose de très épidermique va permettre justement une conscientisation des différents problèmes qui sont liés à la République, à l'identité, à la religion, et permettre après, j'essaye d'être optimiste, de pouvoir se mettre tous autour d'une table et de sortir des émotions pour pouvoir apporter de la réflexion et de l'argument. Moi, je crois à ça. Je crois que moi, j'ai dit à certains amis que j'étais allé à cette manifestation. Ça a provoqué des débats. Donc, on a une discussion, on s'explique, etc. Le risque, c'est de renvoyer chacun au pire. Donc, l'idiot utile. Toi, tu fais le jeu du Front National, tu es l'idiot utile du Front National. Toi, tu fais le jeu des islamistes, tu es l'idiot utile des islamistes. Et donc là, on a des gens qui ont fait un peu la même vision du monde, c'est-à-dire une vision
justement identitaire, voilà, identitaire exactement, et communautaire, qui repose de manière, les gens ne le disent plus ou ne le disent pas comme ça, mais qui repose voilà sur une appartenance culturelle, religieuse et ethnique, et qui serait l'alpha et l'oméga de l'identité. Et donc, si dans nos débats on finit par s'appuyer ou par reprendre ces deux points de vue extrêmes, on va dans le mur. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a des débats plus intéressants, plus profonds d'une certaine façon sur la définition même de la laïcité. Bon, par exemple, une chose que j'ai regrettée dans cette manifestation, c'est qu'on ait scandé le nom d'un certain nombre de gens, et qu'on soit rentré dans une querelle de personnes, Laurent Bouvet, enfin... Bon, à la limite, le ministre Blanquer, il est porteur d'une parole publique, donc, mais là, des intellectuels, des journalistes, qui représentent un peu l'autre camp. Je trouve ça dommageable d'être dans des formes comme ça. Dans des chapelles ? Oui, et puis dans des choses ad hominem. Ouais. Voilà. Et après, c'est vrai qu'en France, on a un débat qui court depuis longtemps, qui est un débat intellectuel aussi, avec des gens qui sont à la fois des gens qui réfléchissent. Bon, je prends Laurent Bouvet du Printemps républicain parce qu'il a un peu la tête de file intellectuelle de ce courant, qui écrivent, etc., mais qui se laissent totalement embarquer en particulier à travers les réseaux sociaux, dans des affrontements complètement stériles. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ont une autre lecture de la laïcité, qui n'est pas indigne ni infondée non plus. Cette laïcité, elle est née dans des conditions complexes, elle a une histoire, elle a fait l'objet de débats, elle a évolué. Il n'y a pas forcément... on voit bien qu'en tout cas, à minima, sa définition n'est pas si évidente que ça, même s'il y a des points sur lesquels tout le monde est d'accord. Et donc, c'est là où je dis que, disons, les gens plutôt tenants d'une définition, je dirais, plus républicaine de la laïcité, ce que j'appelle les ortholaïques, et ceux qui sont plutôt les tenants d'une définition plus libérale de la laïcité, avec des intellectuels comme Bobéro, par exemple. C'est ces gens-là qui ont les moyens intellectuels de réfléchir, qui devraient faire un travail, en tout cas de rapprochement, de délimitation des points de conflit, et de trouver des éléments de consensus du point de vue même du droit. Par exemple, Bouvet, il ne s'oppose pas au fait que des jeunes femmes, en l'occurrence des étudiantes, soient voilées à l'université, ou que dans l'espace public on le soit. Il veut garder, c'est ce que je comprends, la liberté de dire que il n'est pas forcément d'accord avec ça. Mais il dirait, et je pense, et il y a Caroline Forest, elle, dans ses écrits en tout cas, elle sur les mères accompagnatrices, elle dit on se trompe de combat, alors que c'est quand même elle est aussi une des figures importantes de ce que j'appelle les laïcs, ils s'appellent eux-mêmes comme ça, les ortholaïques ou les laïcs républicains, puisqu'ils se sont aussi, on parlait des mots, ils se sont appropriés ce mot de république, dont ils seraient les seuls détenteurs, les tenants d'une laïcité plus libérale étant rejetés du côté du modèle anglo-saxon, du modèle plus démocratique, plus américain, ce qui n'est pas du tout une évidence quand on creuse vraiment les notions, soit d'un point de vue philosophique ou politique ou même juridique. Mais voilà, on est dans les lignes de fracture, et puis après, ça devient confortable, parce que les slogans sont prêts, les mots sont tout prêts à servir, on ne les réinterroge plus, et on a, je le dis de tous les camps, et on se fait insulter ou remettre en cause, mais on se tient chaud aussi. On a des alliés, on pense avec ceux qui etc. Voilà, et c'est là où on manque d'espace de discussion plus apaisé. Je suis pas sûr que les chaînes d'information continuent le soient pour vraiment réfléchir à
au fond de la question. Sur la marche controversée dite contre l'islamophobie, sur les plateaux, c'était quasiment impossible de parler de cette marche autrement que pour... voilà, il y avait un rejet massif. Y avoir été, c'est faire allégeance à Daesh. Moi, c'est pas l'expérience que j'ai eue en étant au milieu de cette foule, en étant au milieu de mes compatriotes. Il y a certaines choses qui m'ont déplu et qu'on peut remettre en cause à juste titre. Voilà, mais à un moment, ça devient très difficile parce qu'il y a une reconstruction de l'événement à travers les réseaux sociaux, des procès d'intention qui peuvent quelquefois, qui ne sont pas tous injustifiés, mais qui, voilà, c'est l'idée de tout le monde dans le même sac. Moi, quand j'ai défilé, parce que il y avait eu ce meurtre odieux de cette vieille dame, Gabrielle Knoll, j'ai défilé avec des gens qui ne pensent pas du tout comme moi. Non, exactement, mais c'est vrai que c'est la problématique par rapport à Mireille Knoll, c'est que l'appel en fait a été fait par des personnes qu'on soupçonne proches des frères musulmans et que le texte parle de loi liberticide et que là on se dit sur la marche du dimanche dernier, donc c'est là on se dit si on y va, on a vraiment le sentiment de prêter le flanc à et de permettre encore plus de division, ce qui n'est pas le cas pour Madame Knoll, c'était spontané, c'était autre chose, là c'est l'organisation qui posait souci. Moi j'étais à cette manifestation, j'ai quand même assisté à l'exfiltration assez violente de Jean-Luc Mélenchon par la LDJ. Exactement. Voilà, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Si M. Mélenchon vient à cette manifestation en tant qu'élu de la République, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il a entièrement sa place. Bien sûr. Pourquoi l'exclure ? Donc là, je n'étais pas d'accord avec ça. Je n'ai pas quitté la manifestation, j'ai manifesté avec les autres, mais ça m'a choqué. Donc... voilà, quand on manifeste, quand on est 15 000, il y a forcément, il y avait peut-être 1000 personnes avec qui je n'étais pas d'accord, mais il y en avait 14 000 avec qui je l'étais. Et voilà, et c'est des choses qui se discutent. Mais évidemment, là, on a tiré à boulet rouge, et puis c'est vrai que l'organisation, dans le texte, dans une certaine mesure, parce que pour moi, sur la question du terme islamophobie, c'était assez clair dans la mesure où on indiquait bien que ça n'incluait pas la critique de l'islam en tant que religion, mais que c'était cette haine, au fond, anti-musulmane qui était visée. Donc ça, c'était un point qui, pour moi, était relativement clair dans le texte. L'autre point étant la question des lois liberticides, qui était, en tout cas, imprécis. Et est-ce qu'on parlait des lois de 2004 2010, voilà, ou est-ce qu'on parlait... du fait d'avoir mis l'état d'urgence dans la loi, c'était pas clair. Après, les lois sont liberticides. Hein. Si vous choisissez, et moi je suis d'accord avec cette loi, d'interdire le fait de pouvoir se promener avec une burqa dans la rue, si vous décidez, je crois que c'est ce qu'on a dit à l'époque, pour des questions de sécurité, que la démocratie se vit à visage découvert pour des questions de sécurité ou de civilité, vous privez quelqu'un de la liberté de le faire. Mais c'est ça, la démocratie, c'est ça. C'est trouver un équilibre entre l'ordre public et la liberté. Je pense que c'est toujours la liberté qui doit dominer, qui doit nous guider d'abord, et ensuite la restriction de cette liberté pour... aménagée par un cadre juridique. Voilà, exactement. Mais donc ce sont... ces enjeux-là. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on, très facilement, à partir d'un vrai débat sur la question de qu'est-ce que la laïcité, à quel... Bon, l'hypothèse que la laïcité, ça serait, tu as le droit de croire, mais dans ton fort intérieur, dans ton salon, ça, pour moi, c'est mon opinion, c'est une lecture complètement... intransigeante et fausse de la laïcité. La laïcité, c'est le droit de pratiquer son culte avec une dimension collective, publique. Ça ne veut pas dire que j'encourage les prières de rue, mais la religion, c'est pas quelque chose de caché, sinon on transforme les gens en maranes. Donc, à une certaine époque, en Espagne, il y avait des juifs ou des musulmans d'ailleurs qui étaient obligés d'afficher une religion qui n'était pas la leur. Là, on va demander aux gens de se cacher d'une certaine façon.
Donc c'est pas ça. Non, c'est pas le principe. Par contre, on a décidé, on a pris cette décision après de nombreux débats. C'est la loi sur l'école, voilà, mais c'est bien cadré. C'est-à-dire, si une jeune femme, si elle va au collège ou au lycée, qu'elle est voilée, elle enlève son voile, mais ça veut dire qu'elle a le droit de le remettre quand elle quitte cet espace-là. Dans l'espace public. Voilà. Après, moi, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'elle met derrière ce voile, etc. Mais ça, c'est une autre question. Il y a une question du droit qu'elle a de le porter. Bon, et ça, c'est pas rien. C'est là où il y a un peu le débat se tient entre des gens qui chargent, disons, la citoyenneté républicaine de toute une série de valeurs avec lesquelles je ne suis pas entièrement en désaccord, mais en tout cas, et d'autres qui considèrent d'abord que la laïcité, c'est d'abord un cadre de coexistence de gens qui peuvent assumer aussi leurs différences ou leurs singularités. Bon, il y a un point d'équilibre à trouver, et c'est là où je trouve que les intellectuels... On peut rappeler Ernest Renan, du coup, sur Oui. cette idée de valeur. Oui. C'est intéressant de repenser à ses écrits et à son texte « Qu'est-ce qu'être français ?» en pensant justement à la valeur, contrairement à la notion allemande qui passe par la langue. L'idée d'être français, c'est qu'elles sont un et indivisibles et quelles sont nos valeurs communes. C'est intéressant de repenser à ces intellectuels-là aujourd'hui, quand on voit à quel point on tire à boulet rouge avec colère et émotion sur les uns et les autres. Ouais, et alors, une des qualités de cette marche, qui n'avait pas que des qualités, c'est que je pense que pour un certain nombre de gens, c'était la première fois qu'ils manifestaient, et c'était un exercice citoyen de l'exercice d'un droit. D'ailleurs, la manifestation s'est déroulée dans le calme, tout le monde en a convenu, et ça aussi, c'était intéressant. Voilà, après, repeindre en jaune une croix et un croissant de l'islam, une étoile. Le croissant et l'étoile en jaune sur la poitrine à cet endroit-là. On peut dire que c'est une maladresse tout de même. Je dirais même que c'est plus qu'une maladresse. Évidemment, moi aussi. Mais traiter tous les gens qui étaient dans cette manifestation... Non, pas tous. L'esprit même de cette manifestation en traitant les gens de collaborateurs, c'est-à-dire en renvoyant à la période sombre de l'histoire de France, à l'État français, à une collaboration objective avec les nazis, au fait que la collaboration elle a débouché sur des lois anti-juives, là aussi c'est un contresens historique. Un détournement de l'histoire. Voilà, et donc chacun atteint vite son point Godwin, et je pense que je crois qu'on y est là. Voilà, et je pense que d'une manière générale, cette histoire est très importante. La question de la Shoah, de ce qui s'est passé à ce moment-là, et il ne faut pas ramener ces questions-là en permanence dans le débat. C'est pas nécessaire pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a en tout cas le risque d'un climat ou d'une ambiance dans lequel il y a des actes qui s'exercent contre les musulmans. Et moi, je ne veux pas rentrer dans une comptabilité et une concurrence des victimes et des douleurs. C'est inacceptable qu'on s'en prenne à un prêtre, c'est inacceptable qu'on s'en prenne à une synagogue, évidemment. Et d'ailleurs, ce n'est pas que... il se trouve qu'ici, on est sur des confessions et des religions, mais simplement, elles ont droit d'expression, elles ont droit de se déployer sous certaines conditions dans l'espace public. Et c'est ça, au fond, qui mérite d'être défendu. Je comprends. Donc, on peut imaginer, vous êtes assez optimiste par rapport à ça, qu'on puisse, à un moment donné, dépassionner un petit peu le débat pour terminer cet entretien. Ou est-ce que là, on est vraiment au point Godwin et que faut-il faire, vous spécialistes des mots, du débat, pour arriver à essayer de s'entendre, s'écouter et s'entendre. Si c'est un optimiste, c'est un optimiste de la volonté. Oui. C'est-à-dire, je crois qu'on est arrivé à des positions figées de part et d'autre, mais je crois qu'il y a des extrêmes qui quelque part se nourrissent
de ces débats et de cette confusion. Et c'est d'ailleurs objectivement la stratégie de Daesh que de créer une espèce de scission entre les gens qui s'inscrivent dans la religion, dans la culture musulmane, les gens qui à minima ont une certaine définition de la laïcité, qui pensent que c'est une valeur importante, qui sont prêts à la défendre, même s'ils en ont une lecture extrêmement, quelquefois contradictoire. Il faut maintenir la qualité d'un dialogue et d'un échange pour arriver à s'entendre sur certains mots. Belle phrase de fin, c'est en effet ce qu'on a tenté de faire aujourd'hui dans cette discussion, interview, conversation. Je vous dis à bientôt et je remercie fortement Jean-Maxence Granier, sémiologue, je le répète, et directeur de l'agence de communication Think Out. Et je vous dis à bientôt sur La Ruche Média et réfléchissons, débattons, argumentons, mais surtout sortir des passions et de l'énergie un petit peu mortuaire. Merci pour cet échange. Merci, merci, à bientôt.